Bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'appel à projet qui porte cette fois-ci sur la négociation en entreprise. Nous allons être ensemble à peu près pour 1 heure. Et donc, je m'appelle Marilène Copy, je suis chargée de mission à l'ARACT et j'animerai ce webinaire avec ma collègue Inès Brasseuse, qui est aussi chargée de mission, mais également référente FACT pour notre région. Et en support, nous avons notre collègue Delphine Legrand, qui est chargée de communication à l'ARACT. Bonjour. Et voilà. Alors, avant de démarrer, comme d'habitude, quelques petites explications pratiques sur le fonctionnement du webinaire. Vous avez les 3 onglets, là, chat, questions et sondages. À la fin du webinaire, on vous fera un sondage qui sera utile pour la suite. On propose que les questions de fond, vous les posiez sur l'onglet questions. Et par contre, pour le chat, c'est les bonjours, c'est les ah bon, c'est oui, je suis d'accord, je partage. Voilà, quelque chose de plus dynamique. Voilà pour les présentations rapides de ce webinaire. Alors, peut-être vous dire tout d'abord, vous rappeler qui est l'ARACT, qui sommes-nous. Nous sommes l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Hauts-de-France. Et rappelons qu'il y a aujourd'hui 13 directions régionales à l'ANACT et nous sommes depuis le 1er janvier 2023 un établissement unique, un établissement public administré par l'État et encore, ça nous avons maintenu, porté par les partenaires sociaux. Notre mission globale, c'est promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant en premier lieu sur l'organisation du travail et les relations professionnelles avec des modalités et des entrées assez diverses et variées et en vue de concevoir, diffuser des méthodologies et outils qui cherchent à concilier tout le temps les 2 objectifs, concilier qualité de vie et des conditions de travail et performance des structures. Nos modalités d'action, donc c'est l'accompagnement d'entreprise, soit en mode individuel, soit en mode collectif. On anime et on conçoit des dispositifs territoriaux ou sectoriels en fonction aussi de la demande sociale. On a, et ça c'est aussi porté en régional, mais surtout on a des services un peu support plus précisément axés sur l'étude et la veille. On réalise aussi des formations sur les thématiques, bien sûr, conditions de travail en lien avec notre mission prioritaire et on diffuse des outils et des méthodes. Les thèmes de travail restent en premier lieu, bien sûr, la démarche de qualité de vie et des conditions de travail. C'est l'axe majoritaire et englobant de notre activité. Et on s'inscrit dans l'évolution de la demande sociale et émergente. Et entre autres, on travaille pour un peu contextualiser. Actuellement, on est beaucoup sur des thématiques qui portent sur le télétravail, les nouveaux arrangements spatio-temporels, la transition écologique, la transition numérique. Tout ça, tous ces changements sont étudiés, explorés, expérimentés au prisme des conditions de travail. On a aussi la thématique managériale et on a un axe qui est à la fois support mais aussi un axe d'investigation à part entière qui est l'appui au dialogue social et au dialogue professionnel. Bien sûr, on œuvre aussi sur la prévention de la désinsertion et de l'usure au travail et la promotion de l'égalité homme-femme. Vous trouverez bien sûr tous ces éléments sur notre site, dont vous avez la page affichée. Pour ce qui est pour aujourd'hui, après vous avoir fait cette présentation un peu globale et rapide de l'ARACT, aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu ce que c'est que le FACT en soi, ce dispositif, à qui il s'adresse, comment il est conçu, qui peut y répondre. On reviendra sur l'objet même
de ce FACT-là à la négociation en apportant des éléments de constat sur les négociations collectives en France depuis quelques années, en faisant un zoom sur le FACT, les attendus, puisqu'on on a fait une note de cadrage qui va bientôt être diffusée, et les attendus de ce FACT, et puis on vous expliquera un petit peu comment on envisage de poursuivre. Donc, je laisse la parole à ma collègue Inès. Oui, donc on va revenir sur une présentation un peu globale du FACT et puis tout doucement, on dévoilera les coulisses. Donc, tout d'abord, vous dire que le FACT, c'est un dispositif d'aide publique qui est géré par l'ANACT par délégation du ministère du Travail. C'est un moyen de soutenir financièrement des projets innovants conduits par ou pour des TPE-PME sur le champ de l'amélioration des conditions de travail. C'est un activateur de dynamique partenariale régionale, territoriale ou sectorielle. Pour nous, c'est un vrai outil de partenariat aussi. Un levier de capitalisation et de valorisation de bonnes pratiques pour le réseau et surtout en dehors du réseau, puisque l'objectif, c'est de profiter de ce que vous allez expérimenter pour que ça puisse bénéficier à d'autres. Un fonctionnement par appel à projet, ça vous l'aurez compris, c'est ce qui nous occupe notamment aujourd'hui et je vous donnerai à voir après le calendrier des autres appels à projets. Et la possibilité à titre exceptionnel de soutenir des projets hors appel à projet. Il y a toujours une petite enveloppe qui est conservée par l'ANACT pour des projets qui seraient extrêmement intéressants et qui ne répondraient pas aux appels à projets actuels. En quelques chiffres, vous dire qu'on est quand même sur des belles enveloppes, 4 millions d'euros par an pour 2022 et 2023, 60 à 80 dossiers engagés par an, environ 250 TPE-PME touchés directement, 500 à 900 000 euros par appel à projet, 20 à 30 temps de projet retenus par appel à projet, 30 à 50% des dossiers qui sont acceptés et 70% des projets retenus sont des actions collectives ou des projets de branche. Tout ça pour vous dire que vous avez votre chance, si ça vous intéresse, et qu'il y a des moyens qui sont intéressants pour vous. Donc, le fameux calendrier 2023, comme ça vous donne à voir aussi la dynamique globale. Donc, 2 appels à projets thématiques, donc nationaux, avec un premier appel à projet autour de l'attractivité et difficultés de recrutement dans les métiers en tension. On a fait un webinaire là assez récemment, donc si vous souhaitez des renseignements, pas de souci. Le second, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui autour de la concertation et des processus de concertation. Un troisième appel à projet qui est sorti aussi récemment, qui est sorti la semaine dernière, il me semble, sur le secteur et métiers de l'industrie. Et donc là, c'est aussi un appel à projet national. Et puis, malheureusement, 2 appels à projet sur lesquels, en région, vous ne pouvez pas répondre parce qu'ils sont dédiés à Aura autour de transformation du travail et management. Et puis, un FACT que l'on appelle insulaire autour du management et diversité. Et comme je vous disais, là, dans le petit ovale orange, une enveloppe qui est gardée pour les dossiers qui seraient instruits hors appel à projet. Voilà la programmation 2023. Qui peut bénéficier du FACT? Alors, les entreprises ou associations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés, c'est important. Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de branches nationales ou leur représentation régionale ou locale. Ça a beaucoup de sens pour ce FACT notamment. Les chambres consulaires et autres acteurs relais territoriaux. À vigilance, attention, les structures publiques ne sont pas concernées par ce dispositif. Elles peuvent en revanche faire appel au FIACT ou au FIR. Et donc, vous aurez le petit lien et il me semble que Delphine vous l'a mis aussi dans le chat, exactement. 3 modalités d'action, je reviendrai plus précisément, mais pour vous dire, il y a 3 façons un peu de répondre au FACT. Soit on est une entreprise et on répond individuellement, donc c'est ce qu'on appelle nous l'action individuelle. L'entreprise a un projet et elle souhaite le faire financer. Une action collective territoriale, sectorielle ou intersectorielle qui regroupe plusieurs structures avec un porteur de projet et aussi une action de branche nationale avec déclinaison territoriale. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais venir à développer tous ces aspects-là, notamment avec les critères d'éligibilité qui vont avec. Est-ce que vous avez déjà quelques petites questions ou est-ce qu'on peut continuer?
Il n'y a pas de questions pour l'instant, Inès. Pas de questions? On continue. Dans ces cas-là, Marilyn, je te redonne la main pour discuter négociation. Ok. Alors maintenant, on voulait, pourquoi on a voulu monter un fact sur ce sujet-là? C'est eu égard un petit peu les dernières années, ce qui se passe autour de la négociation en France. Donc, on va vous donner quelques éléments de contexte. Pour certains, vous les aurez, mais c'est bien aussi de savoir d'où on part pour lancer le fact. L'orientation de l'appel à projet et un petit peu les appels attendus, les projets attendus. Sur les éléments de contexte qu'on constate, et ça c'est une tendance majeure, c'est qu'il y a une décentralisation des négociations collectives qui est à l'ordre du jour. Ça, on le constate au niveau des pays de l'OCDE, mais de manière plus locale, en France notamment, avec la loi relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours pro du 8 août 2016. Mais parallèlement, et là c'est un petit peu un paradoxe, c'est que malgré ce cadre légal, législatif plutôt incitatif, eh bien, la négociation d'entreprise continue à peu se développer et lentement. Ça, c'est là qu'il y a un paradoxe. Et finalement, la négociation se cantonne encore aux thèmes obligatoires. On verra un peu les chiffres après, mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est les thèmes obligatoires, c'est l'intéressement, la participation, l'épargne salariale et l'égalité professionnelle, le temps de travail, les salaires, les primes et la classification. Par contre, la question des conditions de travail, là, plus largement la santé au travail, c'est peu développé. Voilà. Donc, il y a, pour revenir sur un peu le paradoxe, une incitation à positionner la négociation au niveau local, au plus près des situations de travail. Et c'est à ce titre-là que potentiellement, ça pourrait dire plus de négociations sur la santé au travail et les conditions de travail, et ça ne se passe pas. Si on prend un petit peu les données sur la négociation récente, vous trouverez ça, vous avez la référence, c'est la DGT, mais vous aurez la référence. Ce qu'on observe, ok, il y a eu depuis 2017 bon, il y a toujours, bien sûr, plus de négociations dans les entreprises de plus de 50 salariés que dans les moins de 50 salariés. Ça, c'est une tendance qui demeure. Mais par contre, on observe qu'effectivement, 2017-2018, il y a une montée. On a atteint en 2019 plus de 80 000 accords d'entreprise signés. Même s'il y a un peu une recrudescence, ça reste à un niveau supérieur à ce qu'il y avait en 2017. Mais bon, c'est encore moyen, on va dire. Et après, quand on observe un peu plus dans le détail, on voit bien ce que nous disent les chiffres, c'est que les 44% des accords portent sur la participation, l'intéressement, l'épargne salariale, 22 sur le temps de travail et vraiment le parent pauvre, entre autres, ce sont les conditions de travail qui représentent juste 7% des accords signés. Et par taille, on retrouve ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que les accords sont bien sûr majoritairement signés par les entreprises de plus de 50 salariés. C'est le cas de 63% des accords signés en 2021. Et les moins de 10, bien sûr, c'est 7%, mais même les 21-50% qui sont une taille intermédiaire, ça ne représente que 12% des accords signés. Donc, vraiment une focale de la négociation portée sur les entreprises de plus de 50 salariés et des enjeux, des thématiques qui restent éloignés finalement du travail et des conditions de réalisation du travail. Autre élément, là on le voit encore, c'est là qu'on voit qu'il y a une évolution quand même sur la manière dont sont négociés la majorité des accords et des avenants. Il y a quand même, ce sont quand même les délégués syndicaux qui votent, qui conduisent à la majorité des accords. Les salariés à la majorité aux 2/3 et par contre en direct c'est encore très faible. Par contre, si on fait les statistiques, on ne vous a pas mis les statistiques mais on vous a mis les chiffres de la répartition des textes selon le mode de conclusion.
on voit qu'en 2015, le nombre des textes approuvés par consultation directe, ça représentait seulement 23,6% et en 2022, quand même, ça représente 25,6%. Avec plus de 20 000 accords signés de cette manière. Donc, on voit bien aussi qu'il y a une évolution des modalités d'aboutir à un accord. C'est léger, mais ça vient, même si on est toujours dans un trois quarts, un quart. Donc, là aussi, hein, il y a quelque chose qui émerge et il y a sans doute aussi des choses à consolider et à travailler. Et ça peut faire, bon, j'anticipe un peu, mais ça peut faire l'objet aussi d'un projet qui sera porté. Donc, si on fait un petit retour sur les pratiques de négociation, la moitié des textes sont liés à une obligation légale, ce qui est énorme. Dans la plupart des cas, ça c'est important aussi, les accords sont impulsés et préétablis par l'employeur. Hein. Ils s'inscrivent rarement dans un processus de co-construction et c'est là où on voit qu'il y a un travail à faire sur comment on aboutit à l'accord, sur la méthode et un processus de co-construction avec les délégués syndicaux, les élus ou les salariés. Autre élément, quand ils sont formés, les acteurs de la négociation le sont par leurs organisations syndicales, selon une approche plutôt juridique et technique, plus rarement sur les relations et les pratiques de négociation. Ça, c'est une constante aussi. Hein. Il y a vraiment l'approche juridique et ça ne nous permet pas d'explorer à la fois d'autres méthodologies et d'autres relationnels pour aboutir à un accord. Autre élément de constat, c'est que la négociation ne débute pas toujours sur une phase de diagnostic partagé. Hein. Pourtant, c'est utile pour s'entendre sur les thèmes à négocier. Là aussi, il y a déficit. Comme on l'a dit, les conditions de travail sont une place secondaire dans les processus de négociation. Et finalement, les mesures restent relativement peu innovantes dans la manière de s'y prendre. Hein. Et puis, autre élément aussi qu'on a pu constater quand on analyse les accords, c'est qu'il y a une absence récurrente d'un suivi des accords signés. Ça, c'est aussi un élément fort. Par rapport à tout ça, les pratiques existantes, les pratiques récurrentes, on se dit aussi, parallèlement, il y a des choses qui bouillonnent un peu. Et déjà, sur la question des contenus, il y a des enjeux émergents dont il va très certainement, il va falloir s'en emparer dans les entreprises, que ce soit du côté des représentants des salariés que des représentants des directions. Les enjeux, quelle que soit la taille, le secteur, ils sont nombreux. Alors, on a des enjeux sociétaux qui sont liés à l'évolution des populations au travail, que ce soit l'âge, le genre, la situation familiale. D'autres enjeux sociétaux, c'est les transitions numériques et écologiques et leurs conséquences sur l'organisation et le contenu du travail. On l'a vu durant le confinement. On voit bien là, on a fait des sauts. Il y a aussi des enjeux en termes de conditions d'emploi et de travail. Le rapport au travail semble, je dis semble parce que c'est à confirmer, peut-être qu'il y a un effet balancier, on va dans un extrême, peut-être qu'il va falloir on va revenir tendanciellement à des valeurs intermédiaires. Il y a des évolutions en termes de demande de reconnaissance dans les pratiques d'autonomie et de demande d'autonomie, dans la capacité à s'exprimer sur son travail et la préservation de la santé au travail. Et puis, on est aussi dans des enjeux d'ordre économique, mais aussi plus large. On a mis économique, mais c'était peut-être pas l'intitulé qu'il fallait prendre, sur la création et le partage de la valeur, la performance économique, l'autonomie énergétique et alimentaire. Là, on pensait qu'on était sorti de ce genre d'enjeu en termes d'autonomie. Et là, le Covid et la guerre en Ukraine nous ont montré que c'était des considérations pas aussi éloignées que ça. Et dans tous les cas, finalement, ces nouveaux enjeux peuvent s'exprimer ou sont en train de s'exprimer en termes d'attente des salariés ou de sujets prioritaires pour les entreprises. Si on va sur la question des attentes des salariés, il y a des attentes en termes de sens du travail, de soutenabilité au travail. C'est certainement une terminologie qu'on va retrouver de plus en plus souvent. La question de l'équité de traitement qui s'exprime, la question d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et là,
on parlera peut-être plutôt de temps sociaux, hein, parce que vie professionnelle, personnelle, je pense qu'il faut qu'on soit d'accord sur le fait que ce n'est pas forcément vie familiale, c'est beaucoup plus large. Des attentes aussi liées au développement durable. Et là, on le voit, hein, les nouveaux candidats, quand ils candidatent sur un poste, souvent ont des préoccupations dans leurs attentes. C'est qu'est-ce qu'il en est, hein, des considérations écologiques de l'entreprise et de qu'est-ce qu'elle fait sur le sujet. Et ça induit aussi des sujets prioritaires qui viennent pas seulement des attentes des salariés, hein, qui est d'autres dimensions contextuelles plus fortes, mais ça induit des sujets prioritaires pour les entreprises en termes de QVCT. Quels sont les ressorts de QVCT à travailler sur la question de maintien en emploi? Avec là, on le voit avec la question de l'âge de départ à la retraite, on entend de plus en plus que comment maintenir les seniors en emploi, la question de l'attractivité qui doit aussi, et de fidélisation qui doit être en écho avec les attentes des salariés, la conciliation des temps, la question de l'inclusion professionnelle et de la performance économique et sociale. Tous attentes et enjeux prioritaires, là, en termes de contenu, il y a vraiment on va dire des challenges au long cours qui s'annoncent. Et ces enjeux, finalement, il y a aussi deux éléments, hein, qui sont importants, c'est que finalement, ce contexte renforce, et là, on le voit, les enjeux de démocratie au travail, à savoir la capacité à s'exprimer sur son travail et à agir sur son contenu et son organisation. Là c'est très prégnant, et encore plus depuis le Covid. Et il nous a semblé, c'est ça qui a fait émerger l'appel à projet sur la négociation, c'est que la négociation collective apparaissait comme un levier à activer par les entreprises pour faire face aux multiples enjeux et aux attentes des salariés. Alors, on sait très bien que le dialogue social est diverses formes. Il y a l'information, la concertation, la négociation. La négociation n'épuise pas, mais on voudrait mettre quand même une focale sur cette forme de dialogue social. À partir de là, on a travaillé cet appel à projet, amélioré les processus de négociation sur les conditions de travail dans les TPE au niveau des branches. Dans les TPE, axe prioritaire, mais bien sûr, s'il n'y a pas que des TPE, les projets candidats seront toutefois étudiés. Et au niveau des branches, on essaie d'avoir aussi ces axes majeurs. Qu'est-ce que l'orientation de l'appel à projet de ce fait? Les finalités, qu'est-ce qu'on souhaite soutenir et valoriser? Quels sont les projets qu'on souhaite soutenir et valoriser dans cet appel à projet? C'est ceux qui renouvellent les pratiques de négociation, que ça aille de la préparation à la signature du texte, en passant là aussi par le cadre qui précise le rôle de chacun, les ressources disponibles, hein, si on est sur la méthode, qui articule les sujets de négociation relatifs aux mutations qu'on a pu évoquer tout à l'heure, sociales, écologiques, technologiques, hein, et en lien bien sûr avec le travail et ses conditions d'exercice. Pour être clair, on n'attend pas de projets qui portent sur les négociations salariales. C'est pas l'objet d'un projet porté par une structure comme l'ANACT. Et des projets qui valorisent aussi et qui développent la négociation, les pratiques de négociation au service de la santé au travail. Et là, on précise usure, pénibilité, point de suspension et des conditions de travail. Hein. Voilà, télétravail, QVCT. C'est ça qui sera soutenu et valorisé. Ce qui fait qu'en termes d'attente des projets, il s'agit on attend, hein, cet appel à projet attend des projets qui permettent de répondre aux enjeux d'amélioration des conditions de travail et d'efficacité des entreprises. Le réseau ANACT-ARACT reste toujours dans cet objectif de tendre, hein, à des arrangements, à des modalités, à des compromis qui permettent de travailler sur les conditions de travail et l'efficacité des entreprises. On est toujours à équidistance de ces deux objectifs et donc des divers partenaires sociaux autour de ces enjeux. Donc, les projets attendus sont aussi ceux qui pourront se situer à l'échelle d'une entreprise. Mais on se disait ce serait bien de ne pas avoir trop de projets individuels, plutôt des projets collectifs, même s'il y a plusieurs, et là Inès dit oui, et elle pourra revenir là-dessus, même si ce sont des projets collectifs d'entreprise, mais plutôt collectifs qu'individuels, d'un territoire, et là pour nous, ça peut prendre appui avec un porteur via des acteurs relais, tels que les OPCO, un réseau d'entreprises, des champs consulaires, des associations, des fédérations,
organisation syndicale ou patronale, et on s'est dit même l'ODDS, voir comment on peut travailler à l'échelle d'un observatoire départemental du dialogue social. C'est une possibilité. Et ou alors d'une branche professionnelle ou interprofessionnelle. Et finalement, le point suivant est important aussi, c'est finalement, on attend un petit peu des projets qui explorent divers axes. Souvent, quand on dit la négociation, il y a l'axe du processus, comment on s'y prend, la méthodo, l'axe des relations, avec qui on travaille, comment on dialogue, et l'axe du contenu, l'objet même de la négociation. Donc, c'est pas tant, comment dire, ce qu'on attend, ce n'est pas tant un projet qui va travailler seulement sur la négociation, mais l'explorer sous l'angle seulement du contenu. Notre intention, c'est de voir aussi comment ça se travaille, la méthodologie que les acteurs du dialogue social mettent en place pour y parvenir, pour co-construire, et puis quelle relation et dans quel type de relation ça s'inscrit. Et donc, aller sur des projets qui privilégient les expérimentations innovantes et collectives. Là, on vous a repris donc les 3 piliers pour nous de la négociation collective, l'axe des relations, l'axe des processus et l'axe du contenu, hein, et articuler ces 3 dimensions. Donc là, ça résume encore. On a essayé de mettre quelques objets prioritaires à soutenir dans l'appel à projet. L'accompagnement d'initiatives et de pratiques expérimentales de négociation au niveau du processus de négociation, avec le diagnostic partagé, le partage des enjeux, des formations conjointes. Pourquoi pas, on pourrait imaginer qu'un porteur décide de mettre en place une formation conjointe ou commune, les deux se disent, autour d'un objet, mais mettre en place, et là, la focale serait mise sur cette formation, comment on s'y prend, comment on l'expérimente et qu'est-ce que ça produit. Autres projets prioritaires, l'identification et la valorisation des conditions de mise en œuvre des dynamiques de négociation au service de l'amélioration des conditions de travail de la QVCT. Et puis aussi l'élaboration d'outils et de méthodes. Ça, pour nous, c'est envisageable, l'élaboration d'outils et de méthodes permettant le développement de compétences des acteurs du dialogue social à tous les niveaux. Et ça peut être la relation mandant-mandaté, hein, la place de l'encadrement dans les processus, le tiers absent, le négociateur invisible finalement, hein, ces choses-là, c'est des choses qu'on travaille peu, pourtant on sait que c'est là. Ça peut être aussi le diagnostic et le retour d'expérience sur les précédentes instances en vue de leur renouvellement. Voilà, tout ça est ouvert. Je vais en finir là. On pourra revenir après. De toute façon, on envisage aussi une suite à ce web échange. Je laisse Inès poursuivre. Merci Marie-Hélène. Alors, on avait une question dans le chat, je me permets de la prendre, comme on avance bien dans notre déroulé, qui demandait si l'appel à projet concerne aussi les petites collectivités territoriales. Donc, on le répète, hein, le FAC n'accompagne pas les structures publiques. Voilà. N'hésitez pas à préciser si je n'ai pas bien compris le sens de votre question. Alors, on continue. Alors, on se l'est dit tout à l'heure, 3 typologies d'actions. La première, l'action individuelle, c'est finalement une action d'entreprise ou d'association qui propose un projet pour elle-même. Donc, comment ça se passe? C'est au sein de la structure et c'est l'accompagnement d'un consultant sur cette action. Donc, le FACT finance finalement le temps du consultant avec un livrable qui est attendu autour d'un bilan de l'action. Le financement possible, il est de 12 à 14 jours par structure pour un consultant, donc à hauteur de 1 000 € par jour, avec un versement initial de 50% et un versement final de 50%. Vous dire que en termes de critères d'éligibilité, j'en viendrai juste après parce qu'on a les mêmes pour les 3, mais surtout, il est important de bien faire le lien avec ce que vous a présenté Marie-Hélène juste au-dessus, parce que les attendus sur le fond du dossier, c'est tout ce que vous a présenté Marie-Hélène préalablement.
Sur l'action collective, c'est une expérimentation avec une capitalisation. Alors, comment ça se passe? Souvent, c'est 3 à 10 structures qui sont accompagnées par un porteur de projet qui, lui, va piloter finalement ce FAC. Donc, ces 3 à 10 structures se retrouvent autour d'une thématique commune, d'un secteur commun. Et puis, c'est le porteur de projet qui pilote. Alors, pourquoi on dit qui pilote? Parce qu'en fait, il va y avoir des temps intra-structure, intra-entreprise, où elles seront accompagnées chacune sur leur projet par un consultant. Et là, le temps du consultant sera financé. Et puis des temps inter-entreprises, parce que c'est ça l'intérêt d'une dynamique collective, qui sera animée par le porteur et par les consultants. Ça dépend un petit peu comment vous montez le projet. Et là, le porteur de projet aura aussi la possibilité de se faire financer du temps de coordination. Donc, dans ce cas-là, on est à 6 à 8 jours par structure pour du temps de consultant, toujours à 1 000 € par jour, et 6 000 € de coordination pour le porteur. On est sur un versement initial à 40%, intermédiaire à 30% et versement final à 30%. Ça peut paraître très séquencé, mais en fait, on se rend compte que les actions collectives, comme les actions sectorielles, sont longues. Donc, souvent, les conventions sont signées pour 2 ans. Le temps de se mettre en route, que chaque entreprise puisse avoir son accompagnement. Toutes les entreprises ne sont pas toujours dans les mêmes temporalités. Donc, c'est important aussi de pouvoir respecter le rythme de chacun dans une action collective. L'action sectorielle, c'est particulier. On est plutôt sur une étude d'action, sur une offre de service, la production d'outils et de méthodes à des fins de transfert. On est sur une démarche qui est plutôt multipartenariale avec un porteur de projet et des prestataires externes. En termes de financement, du coup, c'est un peu plus complexe aussi, avec des outils, avec la possibilité de faire financer des outils et des méthodes à transférer. Et puis, on va regarder quand même la suite, en fait, ce qui va nous importer dans les critères de cette action-là, c'est de savoir ce qui sera transférable aux autres. Comme je vous disais, le FAC, ça a vraiment cette puissance de permettre d'expérimenter pour pouvoir diffuser plus grandement. En termes de financement, le FACT ne finance pas à 100% les actions sectorielles, elles sont financées à 80%, ce qui nécessite du coup un financement complémentaire avec un plafond maximum de 100 000 €. Ça prend en charge les frais de personnel et les prestations externes. Comme pour l'action collective, on est sur un versement initial de 40%, un versement intermédiaire de 30% et un versement final de 30%. Voilà, je continue sur les critères. L'examen des candidatures, donc on a des critères qu'on dit permanents d'éligibilité. Donc, ce dont on a discuté tout au départ, c'est-à-dire déjà le statut, donc pas de fonction publique, et des actions proposées, appui conseil, ingénierie, transfert, donc sur le fond du dossier. Un critère permanent autour de l'innovation. Alors, c'est pas facile de définir ce qui est innovant et ce qui ne l'est pas. Tout dépend le contexte et le secteur. Mais nous-mêmes, en interne, on a beaucoup de discussions autour de ce sujet-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose d'un peu différent, un peu nouveau, autour de solutions envisagées et ou approches nouvelles, ambitieuses au regard du contexte spécifique de l'entreprise, du secteur, du territoire concerné, pour répondre à des besoins en lien avec l'amélioration des conditions de travail. En termes de particularités méthodologiques, le paritarisme, les démarches participatives, l'expérimentation et stratégie d'action innovante. Bah oui, ce qui répond un peu à notre ADN de nos réseaux Anactaract. Potentialité d'impact, ce qui sera regardé, c'est le nombre de personnes concernées par l'action et donc en direct par l'action, mais aussi via l'action de transfert et de diffusion envisagée. Branche ou secteur d'activité, c'est vrai qu'on va avoir un regard un peu plus attentif sur les secteurs à risque, pas ou peu engagés dans des démarches de prévention. Mais ça n'exclut pas des secteurs qui, pour autant, pourraient être très en avance sur le sujet et pourraient l'être encore plus, parce qu'on sait aussi qu'il faut parfois des secteurs qui sont peut-être un peu plus à la pointe pour pouvoir tirer les autres. En tout cas, ce sont des critères qui sont regardés mais qui ne sont pas excluants. Et un respect de l'enveloppe financière dédiée, ce que je vous ai présenté juste avant. Pour 2023, on a un nouveau critère, qui est un critère d'égalité femmes-hommes. Voilà, on regarde en tout cas si dans les dossiers, il y a une intention de travailler ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une intention? Est-ce que c'est le sujet global, comme là on parle des accords notamment, ça peut être le cas, avec une cotation d'un niveau 0 à un niveau 3. Pareil, alors pour nous, c'est un nouveau critère, donc on va aussi s'essayer.
ce n'est pas un critère excluant, c'est pas parce que vous ne faites pas apparaître voilà, cet item-là que votre projet, on le met sur le côté. Mais on va dire que, moi j'aime bien dire ça, pour moi c'est des points bonus, si vous voulez, pour le traitement des dossiers, parce que si on a beaucoup de dossiers sur un appel à projet et qu'on a de très bons dossiers, ben, il va falloir voilà, trouver des critères supplémentaires. Sur la procédure de dépôt des demandes, on a une première phase d'élaboration des projets avec les objectifs, démarches, livrables, partenariat, entreprise, budget, avec un appui conseil sur l'ingénierie par la mission FACT et les ARACT. C'est un peu ce qu'on fait là aujourd'hui. C'est la première intention, en tout cas, c'est voilà, de vous donner à voir ce que l'on entend un peu plus finement que ce que vous pourrez retrouver après sur le site de l'ANACT. Aussi, on va vous proposer, alors c'est un gros mot, un incubateur à Arras le 20 juin. C'est une petite réunion très sympa animée par Marilène et moi-même où on pourra discuter de vos projets. On pourra essayer de les booster avec vous. On pourra essayer de trouver les bons partenaires. Enfin voilà, l'idée, c'est de venir discuter de vos projets pour essayer qu'ils soient le plus on dit factable possible, en tout cas que vous ayez le plus de chances possible si vous souhaitez en déposer un. Vous dire que le lancement officiel, alors là on est un peu en teasing, puisque le lancement officiel, ça sera le 1er juin, donc du coup vous trouverez toutes les informations sur le site de l'ANACT à cette date-là, avec un dépôt des demandes en ligne ouvert jusqu'au 13 octobre. Donc ça laisse quand même voilà, un petit peu de temps pour travailler les projets. On sait que l'été, voilà, ça peut être aussi propice au partenariat. Bien sûr, on reste nous-mêmes, mais surtout l'ANACT, pour le coup, en appui technique et demande éventuelle d'éléments complémentaires liés au dépôt du dossier par l'ANACT. On regarde bien que vous ayez donné et répondu à toutes les attentes. Une commission de sélection qui aura lieu le 13 novembre. Alors, deux possibilités, un avis défavorable et pas de recours, orientation vers d'autres sources de financement. C'est pas parce que votre dossier il n'est pas financé qu'il n'est pas bon, c'est juste qu'il ne rentre pas dans les critères du FACT. Donc pour autant, on aimerait bien travailler avec vous la suite, que ce soit avec nous, avec un autre partenaire. Un avis favorable, et dans ces cas-là, on s'engage sur une convention de 2 ans. Comme je vous le disais, 2 ans, ça peut paraître long, mais en fait, c'est très, très court sur ce type de projet. Et la dernière fois, sur l'autre FACT, sur l'autre webinaire, on avait un porteur de projet qui était venu témoigner et qui disait, effectivement, 2 ans, ça passe très vite. Lors de la commission, il y a un examen des dossiers de candidature, bien sûr, avec les critères d'éligibilité, et puis surtout sur le fond du dossier avec tout ce que Marilène a pu vous présenter. Et dans ces cas-là, quand vous avez l'avis favorable, une notification avec la convention par la mission FACT. Si je vous fais un petit récapitulatif en termes de calendrier, vous aurez la diffusion de la note de cadrage au 1er juin, un webinaire de lancement national le 5 juin à 11 h. Je pense qu'on sera à peu près sur le même type d'information qu'aujourd'hui, mais bon, je vous le donne quand même si vous voulez effectivement avancer peut-être vos réflexions et puis que vous voulez revoir. Donc, vous aurez le replay et en plus, vous avez le webinaire national. Et puis, si d'autres partenaires souhaitent y participer, etc., ou d'autres personnes de vos structures. Un incubateur aux Deux-France durant la SQVT. Donc, le 20 juin, à Arras, à la CCI, aura lieu cette fameuse petite réunion de 10 h à 12h30 et on vous proposera de déjeuner ensemble si ça vous intéresse, voilà, pour qu'on puisse continuer à parler de vos dossiers et de vos ambitions. La date de limite de dépôt de dossier, le 13 octobre. Après le 13 octobre, c'est fini. Quoique, il y a toujours l'enveloppe hors appel à projet, donc on peut rattraper. Mais on vous conseille vraiment de respecter ces délais-là. Et une commission de sélection pour le 13 novembre 2023, à laquelle s'associe notamment la DGT. Pour aller plus loin, vous aurez le lien de l'ANACT qui vous renvoie sur le FACT où vous pourrez retrouver notamment la note de cadrage quand elle sera disponible. Marilène, vous avez mis quelques ressources pour aller plus loin. Oui, peut-être juste, alors j'ai posé une question qui n'est pas la mienne, mais parce que quelqu'un qui était intéressé par cet appel à ce FACT n'était pas là, mais je la pose. Je me suis dit qu'elle pouvait concerner d'autres personnes présentes aujourd'hui. Est-ce qu'un consultant qui serait aussi l'accompagnateur des entreprises peut être le porteur d'un projet? Et non. Le consultant ne peut qu'accompagner les structures. Donc, quand c'est un FACT collectif, une action collective, il peut accompagner plusieurs structures
ou alors on peut choisir plusieurs consultants dans l'action collective, mais en tout cas, il ne peut pas être le porteur et le réalisateur de l'action. Il faudra dans ces cas-là voilà, trouver un porteur qui souhaite voilà, tenir l'action. D'accord. OK. Je me permets juste d'intervenir. Il y a un message de Sylvie Desrousseaux dans la partie questions. Donc, pour vous inscrire à une journée à l'incubateur du 20 juin, je vous ai mis le lien pour l'inscription dans l'onglet chat. Vous pouvez également retrouver l'inscription sur le site de l'ARACT. Et ça n'est pas la CCI, mais à Arto Expo. Oh, pardon, Voilà. excusez-moi. C'est rien, il n'y a pas de souci. Je me mélange les événements. Donc, Arto Expo, oh, c'est très bien aussi. Donc, il y a une autre question aussi de Sylvie Desrousseaux. Qui est le porteur? Eh bien, ça peut être très variable. Ça dépend un peu de la teneur du projet. Je ne sais pas si on peut revenir sur la diapo. Je me permets. Vas-y, vas-y. Excusez-moi pour les yeux, ça peut être un peu douloureux. Hop, hop. Ah, là, du coup, c'était là. Voilà. Vous voyez, on a parlé notamment des organisations professionnelles ou interprofessionnelles de branches nationales ou leur représentation régionale ou locale, les chambres consulaires et autres acteurs relais territoriaux. Ça peut être voilà, des pôles d'excellence, ça peut être... En tout cas, c'est assez ouvert sur les porteurs. Je ne sais pas si vous avez une idée plus précise, mais voilà, après, on peut en rediscuter, notamment si vous êtes intéressé par cette journée d'incubation à Arras, à Artois Expo. Est-ce que ça répond à la question de Sylvie Desrousseaux? C'est bon? Juste dire oui ou non au cas où dans le chat. C'est pas évident hein, pour nous. Ouais. Ah, elle a répondu. Bon, bah super. En tout cas, si vous avez une demande plus précise, il y aura possibilité que l'on en rediscute sans souci. Ok. Alors, on vous a mis quelques ressources pour aller un peu plus loin. Alors, ce ne sont pas les seules, mais ce sont les ressources un peu du réseau. On a produit récemment 10 questions sur la conduite de la négociation collective. Hein. C'est à propos des clés de lecture aux acteurs du dialogue pour améliorer leur capacité à négocier. Après, vous avez aussi des ressources plus thématiques. Un document d'Occitanie, QVCT, analyse régionale Occitanie des accords QVCT 2018. Un accord aussi, un document aussi égalité professionnelle et QVCT, 10 recommandations pour négocier un accord auquel l'ARACTO de France a participé. Installer le télétravail dans la durée, analyse d'accord télétravail aussi. Et puis, un cas d'entreprise, comment préparer la négociation d'une charte télétravail. Donc, c'est quelques ressources, pas exhaustives. Il y en a ailleurs, mais c'est vrai que nous, je pense que ce qu'il faut peut-être retenir de ce webinaire, c'est de dire que l'intention est de dépasser les approches juridiques de la négociation et de mettre l'accent sur les process et la dimension relationnelle dans les projets des porteurs. Voilà. Peut-être qu'on peut vous répondre à d'autres petites questions si vous en avez. On a une remarque de Monsieur Tourny qui trouve très intéressant le 10 questions sur la conduite de la négociation collective. Merci. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions? Ah oui, c'est notre collègue qui vous met. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, on ne va pas s'attarder, ce n'est pas la peine. Par contre, nous, on voulait vous faire un petit sondage d'intention pour la suite. Déjà, votre profil, porteur de projet potentiel, entreprise individuelle ou autre. Delphine lance le sondage dans la partie sondage, comme on l'avait évoqué. Suite à cette présentation, bien, est-ce que vous avez l'intention de déposer un dossier? Oui, non.
j'ai encore besoin de réfléchir à cette opportunité. J'ai besoin d'un complément d'info. Et dans ce cas-là, on vous dit, le complément d'info, on pourra se retrouver à Arras dans peu de temps. Et justement, suite à cette présentation, seriez-vous prêt pour participer à l'incubateur d'appui aux porteurs du 20 juin? Alors, on a fait une petite faute, mais on ne pouvait plus la modifier au dernier moment. C'est bien sûr, c'est QVCT et pas QVTC. Voilà, donc on vous laisse peut-être répondre au... On vous laisse répondre au sondage. Ça, c'est... Delphine, tu prends la main, Oui, ça y est, j'ai mis. J'attends. Allez, 2 petites secondes. Dans ces cas-là, il faudrait une petite musique de fond. Alors, pour la première question, 67% autres, donc on ne sait pas, hein, et 33% porteurs de projet. Par contre, il n'y a pas de représentant d'une entreprise individuelle, mais ce qui est un petit peu normal. L'intention de déposer, il n'y a pas de oui franc et massif pour l'instant. Donc pour l'instant, plutôt non et plutôt j'ai besoin de compléments d'information. Et pareil, pour la présentation, une personne a répondu qu'elle s'inscrirait à l'incubateur. D'accord. Voilà. Eh bien, réfléchissez. Et puis, peut-être, si vous voulez une version différente de la présentation de ce fact sur le contenu, vous pouvez suivre aussi la présentation qui sera faite par nos collègues de l'ANACT. Dans peu de temps, j'ai oublié la date, mais c'est incessant. Il y a encore une question pour Mme Desrousseaux sur les associations. Oui. Dans l'onglet questions. Inès. Si elles peuvent être porteurs, c'est ça? Bah oui, a priori, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement. Après, il faut que ça ait du sens par rapport à la thématique, mais oui, pourquoi pas. Très bien, mais moi, je vous propose de clore pour l'instant le webinaire, si vous en êtes d'accord. Delphine, Inès. Oui. Pas de souci. C'est parfait. Donc, de toute façon, j'ai les coordonnées dans le PowerPoint que je vais envoyer aux personnes présentes. Donc, s'il y a besoin de plus d'explications, vous êtes dispo. Tout à fait. Tout à fait, on est là. Super. Eh bien, écoutez, merci à tous et à toutes. Au plaisir de vous retrouver le 20 juin à Arras. Ah oui. Exprimé par la CCI. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir.